Eh bien, bonjour et ravi de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro d'Appui TV Le Mag, quelque part en Occitanie. Cette semaine, je vais vous amener sur un site archéologique. Nous ferons un petit détour par un carnaval. Nous irons bien sûr à la rencontre de Seb qui nous a préparé cette semaine une recette à base d'asperges. Et puis, 7 minutes chrono nous amènera à la rencontre d'une manadière. C'est un reportage signé Nicolas Pellissier, Nancy Wano et Dorian Garrigo. Bon visionnage, à tout à l'heure. Dis-moi Nancy, tu sais quelle est la différence entre une Lanciero, une Abrivado et une Bandido? Bah non. Eh ben moi non plus, mais je crois qu'il faudrait demander à un type qui s'occupe des taureaux. Et une manadière? Eh ben c'est bien ce que j'ai dit. Ah oui, mais j'en connais une. Ah ben parfait. Par contre on prend ta voiture parce qu'il me reste que 10 points sur mon permis. Allez, ça roule. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal. Dites-moi un petit peu, qu'est-ce qu'une manade et comment ça fonctionne? Une manade, à la base, c'est un élevage de chevaux et de taureaux, du moins de chevaux ou bien de taureaux. Nous, c'est vrai que c'est complémentaire, c'est les chevaux et les taureaux. Donc, il faut savoir que l'on a 180 taureaux et ensuite 45 chevaux. On utilise nos propres chevaux pour le travail au milieu des taureaux. Comment intervient au niveau justement économique la manade? Ce sont des villes qui vous appellent et qui vous demandent de venir? Oui, tout à fait. Ce sont soit des clubs taurins, soit des comités des fêtes, en partenariat avec les mairies, qui nous appellent pour faire les animations dans le village. Donc, soit Brivade Bandide. Ensuite, on intervient pour les courses camarguaises, puisque le but de l'élevage avant tout, c'est d'élever pour la course camarguaise. Et ensuite, on fait notre propre sélection. Et les taureaux qui, lors de notre sélection à la course camarguaise, ne rentrent pas dans les critères, dans ce cas-là, ils nous servent pour les abrivades bandides. Voilà. Vous organisez au sein du domaine des séminaires ou des congrès et vous pouvez accueillir combien de personnes? Il faut savoir qu'on peut accueillir jusqu'à 250 personnes sur le domaine, puisqu'on a une salle de réception qui fait 300 mètres carrés et ensuite un espace extérieur avec un préau qui fait 250 mètres carrés. On est devant des arènes qui sont sur le domaine. Et lorsqu'il y a des événements, vous organisez des animations dans ces arènes? Oui, tout à fait. En fait, on propose des jeux gardiens. Ce sont des jeux de maniabilité, des jeux de rapidité des cavaliers, où on intègre aussi une abrivade en piste, donc pour montrer le travail du cavalier au milieu des taureaux, pour montrer que c'est pas évident tous les jours. Ensuite aussi, on propose donc les ferrades, c'est le marquage d'un anouble. Il faut savoir que le marquage d'un anouble, pour nous, c'est essentiel puisque ça nous permet d'identifier notre bétail. Donc il faut savoir qu'il existe plus de 180 manades en Camargue et que comme ils vivent dans des pâtures, ils sont en semi-liberté. Ça peut arriver des fois que s'il y a deux élevages qui sont mitoyens, qu'un taureau puisse aller sauter la clôture. Et sur le nombre, c'est vrai que le marquage permet d'identifier le bétail. Voilà. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor. Pouvez-vous m'expliquer la différence entre une Lanciero, une Abrivado et une Bandido? Donc il faut savoir que l'Anciero, c'est un lâcher de taureaux dans les rues où il n'y a pas de chevaux. Ensuite, donc l'abrivade, au départ, c'était d'amener les taureaux de la course de l'après-midi, donc du domaine, jusqu'au village. Donc maintenant, les manades, c'est plusieurs manades qui le font et c'est pas forcément les taureaux de la course. Et maintenant, c'est des taureaux qu'on n'utilise que pour les abrivades. Et donc, c'est les taureaux, avant, l'abrivade, c'est du domaine, auparavant,
jusqu'aux arènes. Et ensuite, la bandite, c'est après la course, c'est-à-dire du départ des arènes, le retour au pré. Donc maintenant, il y a des villages qui ne vont pas forcément au retour au pré, c'est dans des grilles. Et donc la brivade, c'est le matin et la bandite, c'est après la course. Je crois que vous êtes organisé en cartel. Les cartels, c'est pas les symboles, les différentes marques des manades? Donc nous, c'est la marque de la manade, c'est un M, comme vous pouvez voir juste ici. Oui. Voilà, c'est ce qui représente Michel. D'accord, mais vous n'êtes pas organisé en cartel? Non, c'est plutôt les taureaux espagnols. Nous, c'est des marques d'élevage. Je mets ça, cette question, je ne sais pas. Ah, et du coup, je pourrais pas me procurer de la coque chez vous. Non. Et la manade a été créée par vos parents dans les années 70, c'est ça? Donc en fait, mes parents ont acheté le domaine dans les années 79. Ensuite, ils ont eu leurs premiers chevaux l'année qui a suivi. Ils se sont associés pour un élevage de chevaux, Camargue. Ensuite, en 89, ils se sont associés pour les taureaux Camargue. C'était la manade de l'étang de l'Or. En 2000, ils se sont séparés et mes parents ont monté leur propre manade. Voilà. Et donc actuellement, on a dû faire face à des problèmes sanitaires en 2006 et on a reconstitué donc l'élevage à partir des élevages Maillan et Saumade, voilà, au niveau des taureaux. À part le fait que ce soit effectivement touristique et de loisirs, c'est souvent le problème aujourd'hui. La manade, avant tout, c'est aussi une entreprise avec une réelle stratégie économique derrière. Oui, tout à fait. Il faut savoir qu'une manade, c'est une sacrée organisation. Donc, il faut s'occuper donc du bétail, les nourrir. Ils ne s'autosuffisent pas seulement dans un champ. Il faut vérifier s'ils ont bien à manger. Il faut les changer de pâture lorsqu'il n'y a plus à manger. Il faut s'en occuper, vérifier si au niveau sanitaire tout va bien. Parce qu'il faut savoir que tous les ans, nous avons des contrôles annuels sanitaires pour vérifier si le cheptel est en bonne santé. Soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Où que j'aille, où que je sois, c'est jamais sans mes Smart Tonic. J'enlève, lunettes vue. Je remets, lunettes soleil. Elle s'adapte à toutes les situations. Et ça, c'est quand je veux faire la star. C'est vraiment la lunette des stars. Pardon Sharon, mais pour moi, un Smart Tonic, c'est avant tout la star des lunettes. Vous, je sais pas. Moi, c'est Afflelou. Dispositif médical. Aujourd'hui, on parle préhistoire avec Ludovic. Alors Ludovic, le printemps de la préhistoire, quel est l'objectif de cet événement? En fait, on gère un site archéologique de première importance au niveau scientifique sur Cambous. En fait, le printemps de la préhistoire, c'est un moyen de montrer nos recherches actuelles et en même temps faire de l'animation, montrer comment les hommes vivaient à la préhistoire. En faisant des petits ateliers où les gens peuvent manipuler des objets, recréer des objets avec les techniques de la préhistoire pour comprendre la vie quotidienne. Et en parallèle, on fait aussi des expérimentations pour essayer de comprendre vraiment dans le détail au niveau scientifique certains procédés. Aujourd'hui, c'est sur la métallurgie du cuivre. Vraiment sur les premières métallurgies, les premiers façonnages de ce métal, pour essayer de vraiment comprendre toute la démarche technique qu'il y a derrière ça. Alors vous êtes des archéologues? Tout à fait. On est une association qui gère le site et nous sommes des archéologues, certains en cours d'études, d'autres qui ont fini des études. Et donc on est là justement pour compléter aussi notre bagage, pour apporter nos connaissances sur ces démarches-là. Et ça complète les fouilles qu'on fait régulièrement sur le site aussi. D'accord. Et vous découvrez plein de choses? Toujours. Là, le site il est fouillé depuis à peu près 50 ans et on a fouillé un tiers du site. Donc il y a beaucoup de choses à voir encore. Ben, on y va. On va voir déjà ce que vous avez trouvé. C'est une maison qu'on a reconstituée sur le modèle des maisons préhistoriques pour essayer de comprendre les modalités de façonnage, de construction des maisons, pour comprendre aussi l'investissement énergétique et en ressources que ça demande de construire une maison comme ça pour ces communautés. Toute notre démarche était de savoir si c'était chaque cellule familiale de l'époque qui construisait sa maison ou si le village entier devait s'associer pour construire une nouvelle maison, pour un nouveau groupe humain. Et là, on est toujours sur ces recherches-là. Cette maison permet d'une part de présenter au public un peu la vie vraiment dans ces structures-là de l'époque. Et cette maison nous sert aussi de laboratoire. On fait énormément d'expérimentations sur la maison pour essayer de comprendre beaucoup d'aspects de la préhistoire.
Là, vous voyez, on fait des expériences justement sur les toitures, sur les enduits muraux, sur les types de sols, sur la vie. On fait régulièrement du feu dedans, on fait des animations pour essayer de comprendre la vie quotidienne de ces hommes préhistoriques. Là, on est à quelle époque alors exactement? Alors là, on est à la fin du néolithique. On est sur un village qui a été fondé il y a 4800 ans avant aujourd'hui. Et on est à la charnière entre le néolithique et l'âge des métaux. Voilà. Ici, ils sont encore sur la tradition du silex. Ils n'ont pas encore de métal, ils ne connaissent pas. Il y a d'autres sites dans la région où ils commencent à maîtriser le cuivre, mais c'est vraiment balbutiant encore. Donc là, on est vraiment sur une tradition du début fin de début de pastoralisme et d'agriculture. Voilà, donc c'est le début de la société moderne en fait, où ils s'installent, ils se sédentarisent, ils commencent à faire de l'élevage et de l'agriculture. Alors ça, c'est quoi? C'est une maison, c'est un cirque, qu'est-ce que c'est? Alors tout ça en fait, c'est un secteur d'habitation de maisons. En fait, sur le site, c'est un village de maisons uniquement. Et tout ce secteur-là, il est très beau parce il a été entièrement fouillé dans les années 70 et légèrement reconstruit. Donc on peut voir plusieurs cellules d'habitation en parallèle. Il faut imaginer qu'il y avait des toitures, des portes et de l'habitat à l'intérieur, des animaux qui passaient devant. Et là, sur ce secteur-là, c'est intéressant parce qu'on voit justement plusieurs cellules côte à côte qui montrent que, à l'origine, le village, toutes les cellules étaient collées, comme ça. Qu'est-ce qui se passe là? Alors ici, c'est une expérimentation scientifique qu'on a entamée depuis maintenant 2 ans sur la métallurgie du cuivre. Par rapport aux objets qu'on a retrouvés en archéologie, il nous manque certaines étapes de la fabrication du cuivre, des objets en cuivre. Et là, depuis 2 ans, on essaie de comprendre ces étapes. On est allé chercher les minerais bruts à Cabrières, dans la région où on avait du cuivre, et on a procédé à toutes les étapes. L'an dernier, on a commencé par faire le grillage du minerai pour extraire le cuivre du minerai brut qui est très peu concentré en cuivre. Et cette année, on essaie à partir du minerai qu'on a obtenu, on essaie de le refondre et obtenir des objets finaux. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire petit à petit. Ça prend longtemps parce qu'il faut le fondre, il faut le monter à haute température et arriver à façonner cet objet-là. Après avoir été fondu dans un moule, une étape de forge à froid, martelage à froid, puis de recuit. Parce qu'en fait, les propriétés mécaniques du métal du cuivre, justement, c'est qu'il devient malléable et encore plus quand il est chaud. Donc en partant d'un lingot, une préforme qui peut être un cylindre ou un rond, enfin n'importe un lingot, on va pouvoir obtenir en fait une hache grâce au martelage à froid comme il fait, Pierre, après avoir été recuit. Et en fait, ces 2 étapes combinées permettent une recristallisation interne de l'objet et en fait le solidifient. Parce que le cuivre pur, brut de fonte, si on utilise pour abattre un arbre ou n'importe quoi, en fait, il est mou. En fait, il va s'aplatir. Avec ces 2 étapes, en fait, on a une solidification de l'objet. Voilà. Et là, on a déjà un objet tranchant et suffisamment dur pour couper un os. Putain, vous voulez toucher? Ah ouais. Voilà, si vous voulez voir, alors à peine gratter. Ça fait 45 minutes, vous voyez qu'est-ce qui se passe? Alors Ludovic, ici? Alors, ici, c'est une maison qui a été entièrement fouillée et légèrement remontée. Et c'est l'étape intermédiaire entre les premières fouilles où on découvre vraiment juste des bases des murs et la maison constituée finale. Là, c'est vraiment pour montrer comment, au maximum, on peut retrouver les vestiges en archéologie. Dans l'état idéal, ça correspondrait à ça. Donc votre événement, il est très intéressant. Est-ce que c'est juste une fois dans l'année qu'on peut participer à tous ces ateliers et profiter de toutes vos recherches? En fait, on fait ça plusieurs fois par an. Cette année, ça continue encore dans 2 semaines, le 25-26. C'est des journées qui sont entièrement gratuites. Et on fait ce genre d'animation régulièrement pour les grandes journées nationales, comme par exemple les journées du patrimoine ou les journées nationales de l'archéologie. Ces dates-là, il y a toujours des événements comme ça, avec de l'expérimentation, des animations, des visites guidées, pas mal de choses sur le site. Et vous êtes financé par qui? Alors comme nous sommes une association, nous sommes financés essentiellement par la communauté de communes Grand Pic Saint-Loup et par la région.
Bon, vous avez vu la vidéo des Allemands, ça a fait des millions de vues. Il faut rebondir sur le buzz, pour dire que chez nous aussi tout le monde adore nos prix bas. J'attends vos propositions. C'est pas une mouche qui passe là. Bon, bah Régis. Alors à l'agence, on a pensé à ça. Un chat en équilibre entre 2 camions de métaux. Oh, c'est génial, non? Ça claque le grand écart, je suis génial. Alors oui, ce chat est souple, hein, Régis. Mais je ne vois pas le rapport avec nos prix bas. Ah bah oui, bah si on va par là aussi, bon... Autre chose? J'ai un Harlem Shake, hein, c'est une bonne idée, non? C'est festif, c'est... Non? C'est une mouche ou une abeille, ça? Oh, c'est pas possible, c'est saut 2013. Last Bucket Challenge. Ah, c'est bien ça, boss, non? Si? Non, mais franchement, Régis, vous êtes sérieux, là? Ou alors un papillon, mais tout petit. Je sais. On fait exactement comme les Allemands. Le supermarché, les prix bas. Bon, vous voyez jusque-là, hein, ok? Mais c'est pareil. Mais non, nous on fait ça avec des chiens. Sortez-le, je vais le griffer. Ok, Régis, tu sors. Oh, j'ai même pas parlé du lip dub, personne de même. Oh là, Régis, il a pris la mouche, là. Bon, j'ai d'autres chats à fouetter, moi, alors concentrez-vous sur ce que vous savez faire de mieux. Du baby-foot? Sortez-vous les griffes pour proposer les prix imbattables. Au boulot. Netto, champion des prix bas. C'est déjà ça. Cette semaine, une recette d'asperges sautées au sésame. Pour cette recette, il vous faut des asperges, de l'huile d'olive, de la fleur de sel et du sésame. Et bien sûr, pour faire le wok. Un wok, coupez les pieds durs de l'asperge et les couper en biseaux sur toute la longueur. Gardez les pointes entières dans une casserole ou dans un wok. Mettre l'huile d'olive, et la mettre à chauffer avant d'ajouter les asperges. Ajoutez les graines de sésame, de la fleur de sel, et il ne vous reste plus qu'à déguster. HTV Patna Presse vous présente votre journal dans le Gard. Bienvenue dans cette toute nouvelle rubrique d'ITPE. Qui sont au cœur de l'information. ITPE Magazine vous accompagne jusqu'au bout du monde. ITPE a vocation à devenir la première chaîne d'information du Gard en s'implantant dans votre ville. Économie, business et information de proximité font de nous un réseau incontournable. Nous vous plongerons au centre de l'information, chez vous. Dominique, alors c'est votre premier corso? C'est le premier corso de mon mandat de présidente et j'en suis très heureuse. Alors vous avez amené une petite touche personnelle? C'est un travail d'équipe. J'ai rien amené de personnel seul. On a travaillé une dizaine de personnes sur les chars. Bon, malheureusement avec le vent, ça est en train un peu de se détruire, mais ça va bien se passer. Bon, il vaut mieux ça que la pluie. Tout à fait. Quel est le thème cette année? Le voyage de Jules Verne. Donc tous les chars ont un rapport avec Jules Verne. Voilà.
On va partir alors en voyage avec vous. Ça va nous faire voyager un peu. On a 3 peignats, 2 sonos, ça devait être très animé normalement. Et le dernier char, c'est le char du comité des fêtes où il va y avoir de la danse et voilà. Mesdemoiselles, messieurs et vous les enfants, la ville de Frontignan-la-Pérade, son comité des fêtes, est très heureuse de vous présenter la cavalcade 2019. L'escale Hawaï présentée par le Torimi, les rugbyman, les poilus musclés. Allez, tout va bien. Voilà, il ne fait pas trop chaud, Hawaï. Voilà, on vous le dit depuis tout à l'heure, donc la cavalcade rend un hommage particulier à Jules Verne. Voici le char hommage à Monsieur Jules Verne. Le char à son effigie. Le lieu sous les mers avec le judo. Voilà, on va peut-être un petit peu baisser la musique au Robin. Tout ce qui brille n'est pas d'or, et ça c'est de l'or, du vrai. C'est le capitaine Nemo, d'accord. C'est son trésor. Voilà. Et le trésor qu'il partage avec le judo club de Frontignan. Voilà. Et le judo club protège le trésor du capitaine Nemo. Voilà ce magnifique éléphant, la voiture sacrée de Robert Kakuta avec le FAC PRS. Et bien voilà, PTV Le Mag, c'est fini pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour Quelque part en Occitanie. Quelque part en Occitanie. Portez-vous bien, likez, commentez, partagez. À la semaine prochaine. Ciao.